Bonsoir à tous. Une collégienne de 11 ans s'est suicidée vendredi 21 juin. Elle était victime de harcèlement scolaire depuis le début de l'année. Elle a été enterrée ce matin au cimetière du Père-Lachaise. Et on va en parler assez longuement aujourd'hui. Nous sommes ce soir avec Hélène Romano. Vous êtes psychologue, clinicienne. Merci d'être avec nous et vous pourrez bien sûr revenir sur ce drame qui a frappé cette famille et peut-être avez-vous pris connaissance ces dernières heures de ce qui est arrivé à cette jeune fille qui s'appelait Eva L, qui a 11 ans et qui s'est suicidée. À côté de vous, bonjour à Valérie Piot. Vous êtes avocate, experte en droit de l'éducation. Merci d'être avec nous. Hélène Justine Atlan, vous êtes directrice générale de l'association e-Enfance. Et bien sûr, on évoquera avec vous le cas dramatique de la jeune Eva L. Et nous sommes également ce soir avec Frédéric Rollet, qui est secrétaire général et porte-parole du SNES-FSU. Merci d'être avec nous. Autre sujet, il est infiniment plus grave parce que dramatique. Vous le savez, c'est cette collégienne de 11 ans qui s'est suicidée vendredi 21 juin. Elle était victime de harcèlement scolaire depuis le début de l'année. Elle a été enterrée ce matin au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Elle s'appelle Eva L, elle a 11 ans. Elle a été retrouvée pendue chez elle à Herblay, dans le Val d'Oise. La jeune fille était victime d'harcèlement depuis plusieurs mois et avait changé de collège en mars. La jeune Eva L a subi des moqueries et des coups de la part de certains élèves de son premier établissement, mais il semblerait que le harcèlement ne provenait pas uniquement de ses camarades de classe. D'après certains témoignages d'élèves, une professeure la traitait de folle. Vous êtes avec nous, Hélène Romano, vous êtes psychologue, clinicienne, auteure de L'enfant face au traumatisme aux éditions Duno. Comment on peut en arriver à un tel drame ? Comment est-ce possible ? Alors, il y a pas mal de facteurs. Rappelez que le harcèlement, c'est un petit peu comme une goutte d'eau sur une pierre. C'est pas un acte, ce sont des actes répétés, intentionnels, et qui finissent par creuser comme une goutte d'eau. Ça ne fait rien sur une pierre, mais des gouttes d'eau vont creuser une pierre. Donc le harcèlement, les actes répétés, qui sont des actes très souvent faits de façon insidieuse, avec des stratégies d'isolement des élèves. Ça peut être des mots, ça peut être des attaques du matériel scolaire, ça peut être du sel versé sur un plateau repas à la cantine, ça peut être un élève qui lève la main en cours et qui se fait insulter à ce moment-là, ou qui se fait lancer de l'encre sur ses vêtements. Donc il y a différentes formes de harcèlement. Il y a les mots, il y a les gestes, il y a les actes, il y a les attaques matérielles. Et ça use psychiquement un enfant, et ça l'use tellement que l'enfant va s'enferrer complètement dans une forme de culpabilité parce que les harceleurs agissent de façon à lui faire croire que ce qui lui arrive est de sa faute. Ce qui fait que l'enfant harcelé ne se plaint pas, n'ose pas, a honte, a peur, se sent coupable, et les choses s'enveniment de plus en plus. Alors certaines fois, il ose en parler, ou il essaye d'en parler à ses parents qui essayent à leur niveau de comprendre, d'intervenir. Les établissements scolaires font ce qu'ils peuvent et il y a un véritable manque de formation. Là, je crois qu'on sera tous d'accord à ce niveau-là, avec l'idée que c'est à l'enfant de se plaindre, alors que ce serait plutôt aux adultes de repérer les enfants en difficulté. Et un enfant qui est désespéré, un enfant qui est en souffrance psychique, et certaines fois, il n'a pas d'autre issue que de se donner la mort, non pas pour mourir, pour ceux qui en réchappent, il nous explique qu'il ne voulait plus souffrir. Mais malheureusement, certaines fois, ils en meurent. Ils meurent d'une trop grande détresse, d'un isolement, d'une sensation d'abandon, d'impuissance, parce qu'ils ont tenté d'obtenir de l'aide, ils n'ont pas été entendus ou pas suffisamment entendus. Et si certaines fois, en plus, les auteurs sont des adultes, c'est encore plus dramatique. Et là, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que donc les parents étaient au courant. Il y avait déjà eu un changement d'établissement. Oui. Donc, je veux dire, on n'a pas découvert cela, et malgré cela, cet enfant s'est suicidé. Donc, il y a un suicide, c'est toujours plurifactoriel, donc malheureusement, il y a qui a tous les éléments et elle n'est plus là pour l'expliquer. Mais le fait de reconnaître, de changer d'établissement, si vous n'arrivez pas à aider cet enfant à reprendre confiance en elle, à reprendre confiance dans le monde scolaire, à reprendre confiance dans le monde des adultes, si la souffrance psychique est tellement intense, si elle est débordée par des cauchemars, par des angoisses, par des peurs qui font certaines fois des phobies scolaires, on a des enfants qui en arrivent à préférer arrêter de vivre tellement ils sont pris
psychiquement, tellement ils souffrent psychiquement. La souffrance psychique peut conduire à des passages à l'acte de ce type-là. Il ne faut vraiment pas le banaliser. On a un enfant sur 10 ou 30% selon les études qui nous disent que des élèves se disent victimes de harcèlement. Ça reste très banalisé par l'institution scolaire, très banalisé par les parents, comme si ça faisait partie des choses habituelles. C'est une réalité qui concerne les enfants très jeunes, et j'insiste sur l'âge de cette jeune fille, 11 ans. 11 ans, c'est Parce que souvent on dit c'est le lycée, c'est le collège, mais ça commence très très tôt, et il y a beaucoup de choses à faire en termes de prévention dès les classes maternelles pour éviter que le harcèlement conduise à des passages à l'acte aussi dramatiques. Une plainte avait été déposée par ses parents dès février. Pour autant, le harcèlement avait continué. Et selon l'inspection académique, l'établissement a fait le nécessaire vis-à-vis des élèves harceleurs. Donc il y a eu intervention. Ils ont mis en place la méthode PICAS, que vous connaissez. On peut expliquer peut-être ce qu'est cette méthode dite PICAS, P-I-K-A-S. C'est une méthode de M. Anatole Picasse qui vient d'Europe du Nord. C'est de la médiation concrètement. C'est une façon en fait de prendre. Mais alors il faut vraiment prendre au tout début des phénomènes de harcèlement. La méthode Picasse ne marche pas quand le harcèlement est vraiment installé. Il faut vraiment la prendre aux prémices. Et on va effectivement par des jeux de rôle et de la médiation, vraiment essayer de faire comprendre en fait à chacun la posture de l'autre. Évidemment, l'enjeu est beaucoup plus de faire comprendre aux harceleurs les émotions que peut ressentir la victime harcelée. Pour stopper net cette espèce d'effectivement d'accumulation du harcèlement, parce que c'est vrai que dans les logiques de harcèlement, si on isole vraiment, il y a une victime très identifiée, un leader initiateur du harcèlement qui, lui, en général, sait très bien ce qu'il fait, a une vraie volonté motivée par différents facteurs, mais d'harceler effectivement la victime. Pour le reste, il y a beaucoup d'autres qui vont s'agréger dans ce phénomène-là, mais sans réelle volonté de destruction de la victime, et pour lesquels c'est très important de stopper net ce phénomène et effectivement d'arrêter que... Voilà. Donc là, ça a été mis en place, peut-être un peu trop tard, peut-être pas non plus de la bonne façon, peut-être pas avec les bons interlocuteurs, et puis on sait bien pour la médiation, quel que soit le domaine dans lequel on fait, il faut que les deux parties soient d'accord pour rentrer en médiation et pour effectivement participer à ce processus pour en sortir et trouver un accord. Si vous avez une des deux parties qui n'est pas engagée là-dedans, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, si on n'a pas les éléments, mais voilà, si effectivement c'était pas bien géré et que le harceleur initial ou les plus actifs n'étaient pas forcément très partie prenante, alors en plus... on va s'en rester aux informations du Parisien, mais s'il y avait un adulte qui doit être référent, qui là était un professeur, qui potentiellement contribuait d'une façon ou d'une autre au phénomène de harcèlement, donc légitimer les autres enfants à être dans ce processus-là, alors là, ça casse toute la dynamique de la médiation, puisque en fait, cet adulte, s'il a été complice, a validé en fait. Donc ce qui a été d'autant plus destructeur, je pense, pour la jeune fille, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est sentie complètement... tout ce qui a été fait autour d'elle par les adultes qui sont censés la protéger, en réalité, ont validé complètement ce qu'elle entendait, ce qu'on lui disait d'elle, puisqu'en fait, ils ont adhéré, ils ont participé. En plus, ils l'ont changé d'établissement. C'est une façon de lui dire, on peut rien faire pour toi, donc on te change de lieu. Les responsables ne vont pas être... C'est une mauvaise chose de changer d'établissement. Mais bien sûr. En fait, changer le lieu, je vais vous dire, c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans, oui. Il y a 15 ans, il y a peut-être 10 ans, mais qu'on est censé ne plus faire depuis 2011-2012, où le ministère de l'Éducation nationale a pris à bras-le-corps le harcèlement et a vraiment voulu mettre fin typiquement à ce type de phénomène, c'est-à-dire de dire... c'est la victime. Mais bien sûr, ce n'est pas à la victime de changer d'établissement. C'est important de pour bouger. la reconstruction. C'est aux auteurs de bouger, de changer, effectivement, et d'arrêter. Et là, vraiment, c'est une type de réaction un peu ancestrale, quoi. Vous allez pouvoir évidemment donner votre avis, mais je salue Rodrigo Arenas, qui est coprésident de la FCPE, qui est la Fédération des conseils de parents d'élèves. Je disais que c'est parfois difficile de circuler dans Paris, ce qui explique combien vous êtes en retard ce soir. On a évoqué dans notre premier sujet les rétentions de copies du bac, avec la position nouvelle du ministre Blanquer, qui a annoncé ce soir que tout le monde aurait son bac, ou en tout cas aurait les résultats du bac vendredi. Et nous avons enchaîné avec ce sujet dramatique qui concerne la petite Évaëlle qui a 11 ans. Mais évidemment, avant la fin de l'émission, vous pourrez exprimer votre avis sur ce premier sujet. Valérie Piot, je rappelle que vous êtes avocate, experte en droit de l'éducation, auteur du guide Piot, les droits des élèves et des parents d'élèves chez l'étudiant.
Oui, moi je voulais vous dire que j'ai de plus en plus de familles qui viennent me voir pour des problèmes de harcèlement et effectivement il y a des enfants de plus en plus jeunes et le problème du cyberharcèlement c'est qu'il y a le harcèlement physique au sein de l'école avec des moqueries, des rumeurs, des choses physiques dans l'école et après qui se prolonge au domicile de la famille avec le cyberharcèlement et c'est vrai qu'il y a un point moi, qui me paraît très important, c'est qu'il y a un consensus sur effectivement la lutte priorité nationale, le harcèlement entre élèves, mais il y a un sujet beaucoup plus tabou qui est le harcèlement de professeurs à l'encontre d'élèves. Donc c'est quelque chose de marginal, mais c'est quelque chose qui existe. Quand même que les profs harcèlent pas les élèves. Non, c'est beaucoup plus rare, mais c'est un sujet qui existe aussi. Et quand un enfant peut être victime de moqueries, d'une forme de harcèlement par un professeur, c'est quelque chose qui fait beaucoup de dégâts aussi. Et c'est un sujet qui est beaucoup plus tabou. Il y a un rapport notamment d'un inspecteur général de l'éducation nationale qui s'appelle « Brutalité et violence de la part de personnel de l'éducation nationale contre des élèves », on explique qu'il y a quand même une loi du silence et qu'en général, quand c'est comme ça, les professeurs qui ont été témoins ne vont pas signaler et que dans ces cas-là, c'est toujours l'élève qui est déplacé. Donc le harcèlement, c'est effectivement la plupart du temps entre élèves, mais il peut y avoir aussi des cas de harcèlement d'un professeur à l'encontre d'un élève. Alors c'est intéressant de... Je me permets juste de préciser, parce que pour les enseignants qui ont déjà un métier bien difficile, il ne faudrait pas qu'on leur charge trop les épaules. Simplement expliquer que certaines fois, un enseignant peut faire une remarque en classe. Par exemple, un enseignant fait une remarque sur le nom de famille d'un élève en disant quand on s'appelle comme ça, on est déjà mal parti dans la vie, mais c'est des choses qu'on peut entendre. Moi, je l'ai personnellement entendu. Si vous êtes dans une classe avec des camarades qui sont des harceleurs en attente, le fait que l'enseignant, à un moment donné, disqualifie par un petit mot ou une petite chose, ou des choses qui peuvent paraître anodines. L'enseignant ne le fait pas avec l'intentionnalité de nuire, mais des élèves qui sont harceleurs peuvent à ce moment-là se l'accaparer comme une arme pour détruire l'élève derrière. C'est-à-dire que les enseignants, certaines fois, sans le faire exprès, par un mot, une attitude, un geste, une remarque. Tiens-toi bien, le grand classique, c'est l'élève qui est harcelé, qui est bousculé dans le couloir, qui tombe. Au moment où le prof arrive, le prof, il voit l'élève par terre. L'élève harceleur qui est victime, c'est lui qui va se faire rabrouer parce qu'il est par terre. Du coup, ça donne toute puissance à l'élève harceleur. Donc, c'est toute cette dynamique-là qui est à comprendre, sans chercher à mettre sans arrêt le fautif ou pas le fautif. C'est un processus très complexe, le harcèlement. Je suis d'accord. On a des élèves harcelés qui sont harceleurs, mais au niveau des enseignants, on a certaines fois des institutions qui fonctionnent comme elles le peuvent, des modes de management qui sont des fois harcelants pour les enseignants et des professionnels qui ne sont pas suffisamment formés pour gérer des élèves, gérer des groupes d'élèves et qui font comme ils peuvent. Donc certaines fois, un mot, un acte, mal compris, peut servir de support pour du Alors, harcèlement. c'est intéressant de vous écouter parce que lorsqu'on voit l'itinéraire de la jeune Evaëlle qui avait 11 ans, évidemment, elle a été changée d'école et ça, c'est quand même une erreur, dites-vous, et on le comprend. D'ailleurs, effectivement, c'était pas elle de changer d'école. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un dysfonctionnement dans l'éducation nationale. Est-ce que ce dysfonctionnement, il sera pointé du doigt par d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il y aura une enquête? Que sais-je? Est-ce qu'il y a des gens qui vont devoir répondre à cette erreur d'avoir déplacé cette jeune Evaëlle? Pourquoi a-t-elle été déplacée? Qui a pris la décision? C'est les parents dans ces cas-là? C'est le... Ça peut être les parents. Oui. Hein. Il y a des situations très très graves où on va dire aux parents, bon, dans l'urgence, évidemment, sortez votre enfant de ce lieu où il souffre. Évidemment, ça paraît évident. Si vraiment c'est enquisté, qu'ils ont tout essayé, que l'établissement ne réagit pas, il y a un moment, on ne va pas leur dire par principe qu'ils laissent votre enfant là parce que ça ne devrait pas être à lui de bouger. Évidemment, sortez-le et il faut qu'il aille ailleurs. Néanmoins, on sait que ça ne va pas résoudre le problème. C'est-à-dire qu'il faut bien être conscient que ça ne va pas résoudre le problème, qu'il faut prendre en charge l'enfant, il faut lui apprendre. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation comme ça? Il faut c'est la responsabilisation. D'ailleurs, ça fait partie de l'éducation. En plus, il y a des mesures de responsabilisation qui existent au niveau de l'éducation nationale et qui sont faites pour ça, pour traiter ce type de problème dans le cadre de l'enceinte de l'établissement. Sanctionner, exclure n'est pas toujours la solution. Il y a d'autres moyens. Nous, typiquement, à l'association e-Enfance, on reçoit des enfants parfois qui ont été reconnus dans l'enceinte de leur établissement comme étant responsables de harcèlement. Ils vont venir une semaine chez nous, ils vont participer à des séances de sensibilisation, ils vont être sur notre plateforme d'écoute pour entendre. Voilà. Ça peut faire partie des choses pour réhabiliter. On a affaire à des jeunes qui sont en construction. C'est l'occasion idéale, je dirais justement, de leur faire comprendre ce qu'ils ont pu commettre, qu'ils adhèrent à la règle de façon plus volontiers et qu'ils ne reproduisent pas. Parce que l'idée, c'est que ça ne se reproduise pas. Et pour la victime, pareil, effectivement, qu'elle comprenne dans quoi elle est. Là, ce que je trouve intéressant dans le profil de la jeune fille, c'est malheureusement
malheureusement, le profil type de l'élève harcelé. C'est plus une jeune fille ou plus un jeune homme qui est harcelé? Sur ces âges-là, ça va être à peu près pareil. Plus tard, c'est plus les jeunes filles parce qu'elles sont victimes plus de ce qu'on appelle le revenge porn, c'est-à-dire qu'il y a tout l'objet de la sexualité à l'adolescence qui rentre en jeu, de l'image des filles sur les réseaux sociaux, de la rumeur, enfin tout ça, les filles en sont plus victimes et ça va donner lieu à plus de filles. Mais à cet âge-là, c'est à peu près indifférencié garçon-fille. En revanche, de ce que j'ai pu lire, ce que disent ses parents, elle avait l'air d'être une enfant qu'on qualifierait de précoce, je crois, en tout cas, qui avait au niveau intellectuel et donc une extrême sensibilité, la maturité, la lucidité qui va avec, et donc un décalage avec les autres élèves de sa classe, tout simplement. Et c'est typiquement une différence qui ne se voit pas, parce qu'on dit souvent, mais quel est le profil des élèves harcelés? Alors on s'imagine qu'ils vont tous être roux ou avoir des problèmes de poids ou quelque chose de très visible. Très souvent, non, c'est pas visible du tout. En revanche, c'est très visible pour le harceleur. Lui, il détecte très bien ce type de profil très, très sensible. Ce qu'ils ont souvent en commun, et je pense que Hélène Romano sera d'accord, c'est une difficulté à exprimer leurs émotions en général, et notamment une émotion très importante dans la vie pour se défendre, qui est la colère. Ils ont énormément de mal à exprimer l'émotion de la colère. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de mal à dire non, à dire stop, à dire arrête. Et à se plaindre. Et du coup, à se plaindre, alors encore moins, effectivement. Et ça les handicape dans leurs relations sociales. Et ça les rend effectivement extrêmement fragiles dans ces phénomènes-là. Et encore une fois, le harceleur premier, l'auteur, pas les autres, repère assez bien ça. Et il sait qu'il va pouvoir s'appuyer dessus et que ça va pouvoir le valoriser. Donc voilà, donc il y a quand même... Donc il y a un travail pour les parents ou pour les enseignants de dire exprime ta colère, exprime ton non, si j'ose dire. C'est un travail d'une autre haleine, d'un autre registre, mais ça renvoie aussi à ce que disent les parents. C'est très intéressant, moi je trouve l'article parisien, parce qu'il y a tout dedans. Il parle effectivement d'une problématique plus globale de l'enseignement en France, qui est le travail sur les émotions et sur l'empathie. C'est vrai qu'ils prennent en référence la Finlande, qui effectivement, mais il n'y a pas que la Finlande, le Québec le fait aussi, il y a d'autres pays qui le font, d'apprendre aux enfants dès le plus jeune âge, mais alors là ça commence vraiment en maternelle, voire d'ailleurs en crèche, et effectivement d'apprendre à exprimer ses émotions, l'empathie, tout ça, on croit en France que c'est inné et qu'on l'a ou qu'on l'a pas. Non, ça s'apprend. Ça se travaille, ça se pratique au quotidien. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on peut réguler les relations sociales de façon un peu plus... Et on a tous des quotients, des compétences différentes, mais elles peuvent s'apprendre, s'améliorer. Les compétences sociales, il y a le quotient intellectuel, il y a le quotient émotionnel. Les deux sont aussi importants. Et le émotionnel, on ne l'apprend pas beaucoup, on ne travaille pas beaucoup, et ça serait important. Voilà. Donc, effectivement, ça pose de vraies questions fondamentales sur notre système éducatif qui méritent vraiment d'être... Avec un prolongement dans la vie professionnelle, si vous me permettez. Oui, parce qu'on retrouve souvent les victimes de harcèlement, si elles ne sont pas traitées. On les retrouve victimes de harcèlement au travail, victimes de harcèlement dans le couple. C'est des problèmes finalement qu'on traîne toute sa vie en général et qui sont effectivement traumatisants. Ça fait des dégâts très durables au niveau psychique pour les enfants qui survivent. On voit bien une fois adultes les conséquences que ça peut avoir. Donc ça a un coût au niveau sociétal, d'où l'importance d'en parler. C'est une prise de conscience, effectivement, qui n'existait pas il y a quelques années, de prendre, parler de quotient émotionnel, c'est quelque chose dont on ne parlait pas il y a 30 ans. Et qui au Canada, on en parle depuis les années 80. En France, on a pas mal de retard. J'ai dit il y a 30 ans. On est beaucoup dans le déni dans ces situations-là, c'est-à-dire que d'ailleurs, quand on en discute, on a l'impression que les élèves sont dans une cloche de verre. Le harcèlement, d'abord, vous dites, madame, c'est un rapport de domination. Les rapports de domination, c'est homme-femme, c'est du gros vers le moins gros, c'est aussi des questions de racisme, d'antisémitisme, tout ça sont des personnes qui s'autorisent en fait à porter une atteinte à l'intégrité physique ou morale d'une autre personne. Et s'il y a du harcèlement à l'école, c'est aussi parce que le harcèlement dans la société, les enfants reproduisent aussi les comportements que nous avons en tant qu'adultes. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu le phénomène balance ton porc dans notre société. Ça n'est pas de nulle part. Il y a de plus en plus de paroles qui se libèrent dans le monde professionnel, de situations de hiérarchie où c'est des vraies souffrances pour des gens. Je me rappelle des suicides qu'il y a eu dans certaines entreprises. Tout ça s'invite à l'école parce que ça s'apprend à l'école. Si vous me permettez, vous dites que ce harcèlement vient de la société. Pour écouter des témoignages de nos parents ou de nos grands-parents, l'éducation avant les années 50 était infiniment plus humiliante. Ce qu'on nous raconte, en tout cas, ces témoignages que j'ai entendus parfois et qu'on entend tous, les châtiments corporels, les fessées, les claques, les humiliations psychologiques. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'on en parle de tout ça. D'ailleurs, elle devient illégale, puisque vous avez vu que la loi a été votée sur la question de la fessée. Et avant, on n'en parlait pas. Je me rappelle avoir fait quelques plateaux chez vos confrères où, quand je parlais de la fessée, on me disait, mais moi, quand j'en ai une, ça ne m'a pas fait bien de mal. Et quand on en parlait un peu plus intensément, il y avait tout de suite une dérive sur la sexualité.
responsabilité dans l'ordre privé, et alors qu'on parlait d'enfants. Donc je vous le dis aussi, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des chapes de plomb qui se posent sur ces questions-là, où on est dans le déni, on a du mal à les assumer. Et ce que vous dites, madame, n'est pas old school. C'est effectivement, nous, le harcèlement à la FCPE, c'est le quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, on a des cas de parents qui nous demandent de les accompagner pour des cas de harcèlement avérés ou pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, des fois, on met sur le harcèlement des choses qui ne le sont pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en de règle générale, de façon systémique et de la procédure, on déplace la victime au lieu d'affronter le problème dans l'école. Il nous reste juste une minute. Ça confronte aussi les enseignants. Est-ce que vous... En tout cas, merci. Et puis on aura évidemment une pensée pour cette jeune fille Evaëlle. Et c'était passionnant de vous écouter. Et pour sa famille, bien évidemment. Et c'était passionnant de vous écouter sur un sujet dont on parle très peu. Moi, je crois que c'est la première fois qu'on parle d'harcèlement scolaire sur ce plateau. C'est un sujet dont on parle très très peu et qui effectivement est passionnant et pour lequel vous agissez. Je vais vous ouvrir les archives de la FCPE, on va vous donner beaucoup de cas malheureusement de cette situation. Il faut qu'on en parle, en fait, il faut qu'on en parle. Parce que ça touche la question de l'altérité, de la place des enfants dans la société. Mais vous avez les enfants parfaitement sont raison. les adultes de demain, donc c'est impératif d'en parler. Vous avez parfaitement raison et on en parle, hélas, parce qu'il y a eu un drame absolu. Il faut libérer la parole, que personne ne regarde les choses sans intervenir, qu'on soit harcelé, harceleur, mais surtout ceux qui observent.